Ce podcast est sponsorisé par Cogence, cabinet de conseil expert en supply chain. Cogence optimise votre performance et votre résilience en plaçant le client final au cœur de chaque transformation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cogence-consulting.com. Au début, on ne connaît rien. J'avais jamais fait d'hygiène, jamais fait de gel douche. L'enjeu, c'est d'arriver à faire des produits qui, d'un point de vue sensoriel et bénéfice pour les consommateurs, soient au même niveau que les produits de grande consommation, tout en minimisant le plus possible leur impact écologique. Nous, notre produit, il n'existe pas sur le marché. On ne prépare pas une commande e-commerce à 5 pièces comme une palette à 1500 pièces pour Carrefour. Tout est made in France aujourd'hui chez 900Care. Tous les produits font moins de 200 km. On n'a pas besoin d'attendre un bateau qui va mettre 4 à 6 semaines à arriver. Il y a beaucoup de non-sens sur des transports aller-retour entre pays, voire entre continents. Il n'y a pas de supply chain qui se ressemble. Non. L'IA adaptée à la supply chain, ça fait beaucoup plus longtemps qu'elle existe que ce qu'on peut entendre parler. Des bonnes opérations, c'était des opérations dont on ne parlait pas. Bienvenue dans Au cœur de la supply chain, le podcast qui vous plonge au cœur des stratégies et des défis des directeurs supply chain. Ils partageront ici leur retour d'expérience, ils vous parleront de leurs projets ambitieux, leurs idées pour demain, de leur vision du métier et aussi des obstacles qu'ils ont réussi à surmonter. Je suis Juliette Rial, consultante en supply chain depuis plus de 15 ans et fondatrice du cabinet de conseil Cogence. J'ai imaginé ce podcast comme un espace d'échange, de témoignages et de partage entre tous les professionnels de la supply chain. Bonne écoute! Bonjour Antoine et bienvenue sur le podcast Au cœur de la supply chain. Merci de m'accueillir chez 900Care. Avec plaisir, merci Juliette. Bonjour. Donc Antoine, tu es directeur des opérations chez 900Care. 900Care, c'est une entreprise à mission spécialisée dans les produits d'hygiène rechargeables et sans eau, comprimés de gel douche, dentifrice à croquer, etc., à diluer chez soi dans des flacons réutilisables. Pour l'anecdote, le nom 900Care fait référence à la durée moyenne qu'on passe dans la salle de bain, 900 secondes, 15 minutes. Oui. Et l'entreprise a été créée en 2019, réalisée en 2023, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez un objectif ambitieux, j'ai lu dans la presse, de 100 millions d'ici 2 ans. Oui. Vous avez démarré avec un modèle de distribution en abonnement uniquement et vous diversifiez dans la grande distribution. Pendant cet épisode, je te propose qu'on retrace ensemble l'évolution des opérations de la supply chain de 900Care, comment créer une supply chain verte et agile, quelles sont les grandes étapes que vous avez vécues, les obstacles que vous avez rencontrés sur le chemin et comment vous y avez fait face. Avant cela, je te propose un rapide flashback sur ton parcours. Tu as commencé ta carrière dans le conseil, tu as été directeur des opérations au CIF français, tu es arrivé chez 900Care en tant que premier salarié il y a 4 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et en particulier les différences que tu as vues entre le CIF français et 900Care? Parce qu'on pourrait se dire, vu de loin, 900Care, CIF français, 2 startups, entreprises à mission qui ont démarré dans le digital, c'est à peu près pareil, alors qu'en fait, pas du tout. Ouais, complètement, il y a plein de différences entre les deux. Effectivement, j'ai commencé ma carrière dans le conseil un peu classiquement pour suivre un peu le mode école, apprentissage d'une diversité de missions assez complète. Et au bout de 3 ans, un peu comme la majeure partie des consultants juniors, j'ai envie de m'impliquer de manière plus pérenne dans un projet qui avait du sens pour moi. Et pour ça, j'ai rejoint le CIF français en tant que directeur des opérations déjà. Et 3 ans après, je suis arrivé chez 900Care. Donc j'ai pu voir en effet, effectivement ces deux modèles qui sont d'un point de vue supply en même temps assez semblables parce que boîte en forte croissance sur lequel du coup il y a beaucoup d'enjeux côté supply chain qu'il faut arriver à gérer. Et aussi sur le côté Made in France, c'est 2 boîtes, je pense, assez emblématiques de ce point de vue-là, qui mettent l'enjeu du fabriquer localement au cœur des entreprises, au cœur des modèles. Donc pas mal de points communs. Moi, je sais pas importer des choses d'Asie. Par exemple, tous les sujets de douane, malgré mon poste, je les maîtrise pas du tout. Mais en même temps, des modèles complètement différents de par les produits. Parce que, en particulier au CIF français, on avait un fort enjeu sur la fin d'année. On était une marque très cadeau. 40% du chiffre d'affaires, c'était entre le 20 novembre et le 20 décembre. Toute l'année, on passait notre temps à préparer Noël, finalement. Aussi, le textile, c'est beaucoup de SKU parce que beaucoup de modèles, beaucoup de coloris, beaucoup de tailles différentes. Chez 900Care, c'est beaucoup plus ramassé. On est sur une 40aine de SKU de produits finis. Donc, une gestion complètement différente. On est que sur des produits permanents aussi. On n'a pas de système de collection, pas de système de solde. Donc quelque part, c'est aussi plus simple à gérer ici chez 900Care que ce que ça pouvait être aussi français. Ouais. Ouais, et puis il y avait assez rapidement du retail.
de mémoire au slip français aussi. Ouais, au slip français, on était beaucoup plus multi-canaux. On avait effectivement l'e-commerce, le wholesale et des boutiques en propre. Donc c'était notamment un des enjeux d'allocation du stock, de gestion de la marge entre les différents canaux. Chez 900, là, on commence seulement, après 5 ans, à vraiment développer cette partie grande distribution. Donc on apprend aussi maintenant à gérer ces 2 canaux en parallèle. OK. Et dans les 2 cas, c'était dans une entreprise en forte croissance où tu as dû, construire et structurer, faire grandir l'équipe opération. Est-ce que tu as rencontré des défis, similaires sur le recrutement, le staffing des équipes, du fait de ces entreprises en forte croissance et plutôt petites? Ouais, bah, ce qui est assez marrant, le constat que j'ai fait après là 4 ans chez 900K, c'est que la partie commerciale, en fait, je me rends vraiment compte qu'on la staff en amont de phase. C'est-à-dire, on sait qu'il nous faut des commerciaux pour pouvoir faire du chiffre d'affaires. Alors que sur la partie supply, on est plutôt en réaction. On pousse les limites de la gestion de tout ce qu'on peut faire avec l'équipe actuelle. Et dès qu'on sent que ça coince, souvent un peu trop tard, on se dit tiens, il faudrait étoffer un peu l'équipe, senioriser l'équipe, etc. Donc c'est un peu ça l'enjeu. C'est valable côté équipe, mais c'est aussi valable côté outils, surtout quand il faut faire des investissements. Le sujet de mettre en place un ERP dans une startup, c'est souvent un peu compliqué et il faut passer un peu du temps à vendre le projet, quoi. Ouais, ouais, ça a fait complètement écho à l'épisode que j'ai fait avec François Danel de Cabaya où ils étaient pas staffés pour mettre en place le RP entre autres. Du coup, ça génère des problèmes. Donc c'est l'équipe, en l'occurrence dans l'échange qu'on a eu, supply qui gère, les problèmes à la main. Donc pendant ce temps-là, elle fait pas autre chose, elle prépare pas l'avenir. Mmh. Et ce que je trouve, c'est que le danger de tout ça, c'est que ça devienne un cercle vicieux si on n'accepte pas de staffer l'équipe. Ouais, complètement, c'est un cercle vicieux dont il est difficile de sortir et c'est souvent un peu tard au prix de crise. Je sais que dans l'épisode avec François, il te parlait en particulier des problèmes de logistique et d'entrepôt. C'est des sujets où en startup, c'est particulièrement difficile d'anticiper l'hypercroissance, de savoir quels sont les process ou les partenaires qui vont saturer à un moment donné. Et c'est tout l'enjeu en même temps d'anticiper ça, mais de garder toute l'agilité qu'il faut aux itérations sur le produit, sur le business model, etc. Donc, Et est-ce que tu penses que le fait que ces équipes commerciales marketing, elles soient plus staffées en avance de phase, comme tu dis, versus les opérations, c'est dû au fait que les dirigeants ont un ADN assez naturel dans ce genre de boîte hyper commerciale et la supply chain est plutôt vue comme une fonction support? Et quel est le rôle des dirigeants dans ce genre d'état moi, je d'esprit, pense tu qu'il y a penses? forcément un peu ça. Mmh. Moi, les fondateurs que j'ai connus, en tout cas, étaient issus d'écoles de commerce, donc peut-être que c'était aussi leur appétence, effectivement, d'orienter plus le développement sur la partie commerciale. Après, c'est tout notre rôle aussi en tant que Mmh. directeur des opérations de un peu se battre pour Mmh. ça, Ouais. de militer pour ça et de faire en sorte que les enjeux supply soient pris en compte et retranscrits dans tous les plans d'investissement. Plongeons maintenant dans les opérations de 900 Care. Donc l'entreprise se distingue par sa production innovante, qui est un vrai challenge industriel. Lorsqu'on a échangé pour préparer cet épisode, il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué, c'est le développement produit et à quel point vous le poussez d'un point de vue supply chain jusqu'au bout pour optimiser la chaîne. L'exemple des produits qui doivent passer, dont le packaging est prévu pour passer dans la fente des boîtes aux lettres, c'est hyper réfléchi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui fait la spécificité de vos produits et comment ils sont conçus? L'enjeu, c'est d'arriver à faire des produits qui, d'un point de vue sensoriel et bénéfice pour les consommateurs, soient au même niveau que les produits de grande consommation qu'on connaît tous, tout en minimisant le plus possible leur impact écologique. On veut vraiment inventer une troisième voie entre la grande distribution et tous les torts dont on peut entendre parler, et les marques très très engagées, mais qui se font parfois aux dépens de l'expérience client parce qu'on retrouve pas la même sensorialité, par exemple sur un gel douche ou un shampoing. Et donc nous, notre enjeu, c'est d'arriver à concilier le meilleur de ces deux mondes pour inventer une troisième voie. Et donc les produits, ils ont effectivement été pensés dès le début pour se présenter sous forme de poudre à diluer. Ils ont été pensés comme ça, donc la forme des bâtonnets est vite arrivée, etc. Et c'est marrant parce que au fur et à mesure de la croissance et des enjeux, on se rend compte que ça a plein d'effets positifs qu'on n'avait pas anticipés. Tu mentionnais le fait que ça passe dans la fente de la boîte aux lettres. En fait, on s'est rendu compte en commençant à négocier avec les transporteurs que c'était un super argument pour arriver à réduire nos coûts de transport.
Là, dernièrement, on s'est aussi rendu compte que, en fait, le fait de commencer à réfléchir sur l'internalisation de la production, le fait de monter notre propre usine, en fait, à capacité égale, notre usine de poudre serait 8 fois plus petite qu'une usine qui fabriquait des produits déjà dilués. Et c'est Parce que marrant. c'est l'eau, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'eau dans les produits qui Ouais, fait c'est que ça prend la beaucoup de gestion place. la gestion des fluides. On n'a aussi pas besoin de conditionner nos produits finis dans des bouteilles. Donc c'est des lignes beaucoup plus courtes. Et ouais, en fait, on a construit un produit à l'origine qui fait beaucoup de sens d'un point de vue supply sur tous les aspects qu'on peut rencontrer, quoi. Ouais, il y a du conscient, j'ai envie de dire, Ouais. et un peu de chance, in fine, Ouais, complètement. de ce point Il de y a, vue-là. il y a beaucoup de chance. Après, du coup, on continue de l'améliorer. Par exemple, réduire la taille des produits, de concentrer davantage les formules, qui sont finalement les enjeux que n'importe quel industriel connaît pour arriver à optimiser sa supply chain, quoi. Et quelle organisation industrielle et supply chain vous avez mis en place pour opérer et rester green et impactant, j'ai envie de Bah, dire? ça a pas mal évolué au fur et à mesure des 4 années que moi j'ai connues. En particulier, au début, on avait un fort enjeu sur l'industrialisation. Parce que nous, notre produit, il n'existe pas sur le marché. On n'a pas pu aller voir de laboratoire qui maîtrisait ce procédé de compression de poudre pour l'hygiène. On a essayé de détourner des process pharma, des process alimentaires, etc. On a eu beaucoup, beaucoup de mal, pas mal de ruptures au début, en 2022-2023. Donc il a fallu passer beaucoup de temps sur l'industrialisation, itérer sur les fournisseurs, faire beaucoup de sourcing. Donc c'est un sujet qu'on a résolu heureusement en 2023 parce que on est arrivé un peu au bout de la logique d'avoir fait tout le tour des grands labos en France. Hem et donc là, on a stabilisé toute cette partie production avec un sous-traitant qui se trouve à côté de Saint-Étienne, qu'on va internaliser d'ailleurs à terme, tellement ça fait du sens pour nous de maîtriser cette partie-là, en particulier d'un point de vue propriété intellectuelle. Et sur la partie logistique, bah, là, l'enjeu, ça a plutôt été d'arriver à suivre les volumes. Au début, on était dans un entrepôt qui est en fait un chantier d'insertion. Donc avec tout ce que ça implique d'un point de vue manque de flexibilité parce que pas de possibilité, par exemple, de recruter des intérimaires en période de pic ou ce genre de choses. Et là, l'enjeu, ça a été de faire des gros projets tous les 2-3 ans pour changer de prestataire, pour passer à la phase d'après et arriver à scaler pour suivre le business, quoi. Ouais. Avant de revenir plus en détail justement sur la logistique du chantier d'insertion à ce qu'elle est aujourd'hui, sur la partie réseau, je trouve que si tu peux nous en dire un peu plus sur votre supply chain qui est finalement hyper locale Ouais. et je trouve assez intéressante entre l'usine, les packaging et la Je logistique. pense qu'effectivement, c'est assez unique parce que tout est made in France aujourd'hui chez Ouais. 900 Care. Notre plastique, on l'achète aussi à des partenaires qui se trouvent du côté d'Oyonnax. Tous les produits font moins de 200 kilomètres entre la première fois qu'on les achète et l'entrepôt qui aujourd'hui expédie nos commandes. Tout le monde se trouve entre le Jura, Saint-Étienne, la région lyonnaise. Donc c'est effectivement hyper concentré. Enfin, je pense que c'est assez unique le peu de kilomètres que font nos produits par rapport à quand on entend parler de supply chain mondiale aujourd'hui. Ouais. Et au-delà de l'aspect intéressant de cette supply chain très proche de par le nombre de kilomètres, est-ce qu'il y a un intérêt, vous y voyez un intérêt en termes d'agilité? Est-ce que ça vous procure plus d'agilité finalement d'être assez proche? Bah, complètement, ouais, on Mmh. peut réagir beaucoup Mmh. plus vite à des aléas sur la demande. On n'a pas besoin d'attendre un bateau qui va mettre 4 à 6 semaines à arriver d'Asie. Quand on a un rush, on a un fournisseur qui sait réagir et du coup un transport hyper rapide pour arriver jusqu'au client final. Donc en termes d'agilité comme ça pour répondre à la demande, en termes aussi d'agilité parce que c'est des gens qu'on a à côté, qu'on peut aller visiter assez fréquemment, donc on peut mettre en place beaucoup plus de projets d'amélioration continue, de changement de changement et Ouais, la relation fournisseur ouais, elle est est meilleure complètement peut-être. différente, elle est Mmh. complètement différente. Et est-ce que, j'imagine que dans une entreprise comme 900 Care, quand il y a des arbitrages à faire opérationnels, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Comment vous faites des arbitrages entre impact et rester propre, j'ai envie de dire, et réalité opérationnelle et financière des choses? Ouais, bah, c'est un peu tout l'enjeu chez Mmh. 900 et effectivement parfois il y a des frottements, mais
Je pense que c'est un peu le cas déjà de manière globale dans toute entreprise engagée où il y a malgré tout la réalité économique des choses qui est là et auquel il faut faire face. En particulier chez 900, c'est important parce que nous, on veut que nos produits soient accessibles au plus grand monde et on veut absolument commercialiser au prix des marques de grande consommation, malgré notre taille actuelle qui fait que on a moins d'économies d'échelle que nos concurrents, les Signal, les L'Oréal, etc. forcément. Voire même de par les produits dont on a vanté un peu toutes les qualités d'un point de vue supply qu'ils peuvent avoir, on devrait à terme arriver à être en dessous des prix de vente de ces grandes marques. Et donc nous, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est concilier la grande distribution et l'engagement écologique. C'est assez challengeant souvent de trouver le juste milieu, de savoir où mettre le curseur. Par exemple, on a mis de côté le fait d'être labellisé bio sur nos produits. Pour ça, parce que ça aurait nécessité un premium sur le prix de vente de nos produits. Et nous, on préfère que notre produit, qui est 7 fois moins émetteur de CO2 qu'un produit de grande distribution, puisse être commercialisé et acheté par tout le monde en grande distribution plutôt que de vendre un produit bio qui soit davantage de niche. Oui, ouais, dans l'impact, faut qu'il y ait du volume pour Ouais, vraiment complètement. avoir un impact à grande échelle. OK. Et quels sont les apprentissages justement sur cette organisation locale à impact que tu as et que tu pourrais partager à des personnes qui voudraient faire une supply chain propre? Je pense que la clé, c'est de trouver les bons prestataires et les bons partenaires qui sachent être à la fois compréhensifs parce que tous les 6 mois, on veut tout révolutionner en interne, on veut changer nos produits, changer nos process, etc. Et en même temps, on n'a pas la structure en interne pour mener à bien des projets de manière aussi parfaite qu'on le voudrait et aussi parfaite que le prestataire l'attend. Donc voilà, en même temps, cette agilité, cette souplesse. En fait, l'enjeu, c'est d'arriver à faire adhérer, je pense plus qu'ailleurs, le fournisseur aussi au projet et à la vision de la boîte. On le voit même à l'entrepôt. Les équipes, les préparateurs de commandes, ils sont ravis de travailler dans un environnement où les produits sont marrants, qui font du sens, où ça sent bon, etc. Donc c'est vraiment... je pense que la clé, c'est d'arriver vraiment à convaincre les sous-traitants à les embarquer dans le projet comme si c'était n'importe quel collaborateur au sein de l'entreprise, quoi. Ouais, OK, ouais. Tout se joue sur l'humain et la relation Toujours, fournisseur, quoi, toujours. comme souvent. Pour revenir un peu plus sur la logistique et le transport, donc en 2019, il y avait les premiers produits qui étaient vendus via une campagne de crowdfunding. En 2025, vous commencez assez fortement à distribuer dans grande distribution. Est-ce que tu peux me raconter justement l'évolution de cette logistique depuis le chantier d'insertion jusqu'à aujourd'hui où il faut envoyer un certain nombre de palettes chez Carrefour, par exemple? Ouais, complètement. C'est, je pense, le meilleur exemple de ce qui a évolué en face des enjeux commerciaux de l'entreprise et de la croissance. Effectivement, en 2019, on était donc dans un chantier d'insertion qui s'appelle Atelier sans frontières, qui était génial pour démarrer. Ça faisait beaucoup de sens. Ils étaient juste à côté de Paris. Nous, on pouvait y aller tout le temps. Et d'un point de vue social aussi, c'était quelque chose d'hyper valorisant. Mais on a vite su qu'avec la croissance sur les sites e-commerce, ça pourrait pas passer à l'échelle. Et donc moi, ça a été mon premier projet quand je suis arrivé, d'anticiper ce point de blocage-là et de trouver une solution qui puisse continuer de nous accompagner. Et entre deux, on a déménagé l'entrepôt et donc toute la logistique à Barcelone, donc un peu plus loin. Ça fait partie d'ailleurs des éléments où il y a eu un peu de friction sur Barcelone, ça fait du transport, c'est pas la France, etc. Pourquoi Barcelone? Donc plus de kilomètres, c'est sûr, mais qui nous a permis de bénéficier d'un flux de transport qu'on n'aurait pas pu avoir en France et qui faisait plus de sens, à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue écologique, pour pouvoir utiliser en fait les tournées des facteurs. Donc pas de prestataire de livraison additionnel sur les routes, et au final l'utilisation des tournées des facteurs qu'on connaît tous et qui Et ça, c'était pas possible depuis la France? C'était possible, mais économiquement parlant, c'était beaucoup plus intéressant depuis Barcelone. On a trouvé
surtout un intermédiaire entre l'entrepôt et nous qui avait des contrats très intéressants depuis Barcelone. Donc pas du tout un sujet de SMIC ou du coût du travail en France. C'était vraiment un sujet de contrat de transport, d'opportunité là-dessus. Et finalement, donc vraiment, c'est très bien passé avec cet entrepôt. On a pu faire x10 sur les volumes avec eux, donc je pense qu'ils nous ont accompagnés comme peu d'entrepôts auraient pu nous accompagner. Mais voilà, fin du contrat, on s'est reposé un peu sur notre modèle. Et ce qu'on a trouvé dommage, c'était qu'à Barcelone, c'était un entrepôt, un site multi-client qui s'adaptait assez peu à nos spécificités. En fait, globalement, on était sur les mêmes process que des marques textiles ou des marques avec une profondeur de gamme très forte, donc qui étaient peu optimisées par rapport à ce que nous on a, parce que nous on a 40 références, donc pas besoin de chemin de picking optimisé, peu d'emplacements, etc. Et donc toute la discussion, ça a été de est-ce qu'on se réengage avec eux pour mettre en place et investir sur des nouveaux outils, des nouveaux process. Et finalement, on a préféré aller chercher un autre prestataire qui avait déjà ces sujets mis en place, qu'ils avaient déjà mis en place pour d'autres clients, et répliquer ce qu'ils avaient mis en place pour d'autres clients pour nous. Et c'est pour ça qu'on a redéménagé. Là, c'est tout récent, ça fait 4 mois qu'on est revenu à côté de Lyon sur la partie logistique, chez ID Logistique. Et donc là, pour le coup, le mastodonte de la logistique en France, ce qui d'ailleurs a été un peu surprenant et un peu un choc des cultures entre eux et nous au début dans la partie projet. Ouais. Justement, c'est 40 références, en tout cas sur la partie e-commerce. De mémoire, quand on a préparé l'épisode, tu me disais que c'était une étagère, enfin c'est un truc hyper ramassé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus concrètement le process, enfin comment est organisée cette logistique? Complètement. En fait, il faut s'imaginer une table sur laquelle les préparateurs de commandes peuvent faire l'ensemble des opérations logistiques pour préparer la commande. Donc on n'a plus un process de picking, puis un process de packing comme ça peut être classique. Tout se passe vraiment au même endroit. Et en fait, il faut imaginer une table et une espèce d'étagère Ikea en face de l'opérateur, avec un système de pick to light où les diodes s'allument en fonction des produits qui sont à prélever. Il a les 40 références en face de lui. Exactement, ouais, en facing comme ça. Et du coup, on est sur il y a zéro déplacement, zéro marche à faire pour préparer une commande. Il y a juste un sujet de réapprovisionnement du meuble qui peut se faire en fin de journée, mais qui se fait presque en temps masqué par rapport à la préparation de commande. Et donc là, avec le développement de la grande distribution, finalement, vous avez, comme si c'était 2 entrepôts, vous avez deux préparations de commandes complètement distinctes. Aujourd'hui, c'est même à 2 endroits différents, parce que chez 900, on aime bien lancer des choses sans trop les réfléchir en amont, dans le sens où la discussion sur la grande distribution, ça a été, on lance dès qu'on peut, sans se dire ok, est-ce que notre logistique est optimisée finalement pour faire de la grande distribution. Donc on a démarré et on est toujours sur un modèle où en fait c'est notre copacker qui fait la logistique et qui est en plus un ESAT, notre copacker, donc qui crée des kits, parce que dans la grande distrie, on est obligé de vendre la bouteille plus une recharge, là où en e-commerce, c'est deux produits distincts. Et donc, c'est encore aujourd'hui notre ESAT qui nous suit sur la partie copacking, qui expédie même directement chez Carrefour sur la plateforme logistique. Et donc, un peu comme avec le chantier d'insertion, on arrivait à gérer 50, 100 magasins. Maintenant, on est dans 500 magasins à l'heure actuelle et 1500 dans 4 mois. Donc, un peu l'urgence pour professionnaliser toute cette partie-là aussi. Et donc, dans 2 semaines, là, on doit avoir transféré toute la logistique du retail chez ID Logistique au même entrepôt. Et pour venir à ce que tu disais, c'est vrai que les process logistiques vont être complètement différents. Déjà parce que c'est des SKU différentes et qu'on ne prépare pas une commande e-commerce à 5 pièces comme une palette à 1500 pièces pour Carrefour, quoi. Ouais, c'est sûr. Et ça m'intéresse de revenir un peu sur la culture test and learn, justement, qui est assez forte chez 900. Ce que j'ai entendu, c'est que depuis le début, sur la composition des produits, déjà, les consommateurs sont assez impliqués. Comment concrètement, sur les opérations, cette culture test and learn, elle se traduit? Et quels sont les intérêts? Et j'imagine aussi les difficultés, surtout avec des partenaires, quoi. Ouais, effectivement, dès le début, en particulier sur la partie produit,
avant de lancer la campagne de crowdfunding, Emric et Thomas faisaient des petits échantillons eux-mêmes qu'ils envoyaient à des clients pour avoir des retours avant même la commercialisation. Et sur la partie produit, on a gardé ça parce qu'à chaque itération sur la formule, on envoie une petite centaine de colis à des bêta-testeurs pour avoir leur retour avant de produire à l'échelle cette nouvelle formule. Donc on itère comme ça encore beaucoup. Sur la partie produit aussi, quand on a relancé la grande distribution, par exemple, Thomas, un de nos deux fondateurs, a passé beaucoup de temps dans la rue avec notre nouveau responsable retail, à capturer les réactions des passants face au packaging qu'on avait imaginé pour le retail. Et donc on a appelé ça des street tests. Donc à chaque fois on voulait lancer un nouveau produit, on allait street tester le nouveau packaging en face des produits concurrents, et on essayait de mesurer à quel point le client comprenait le concept de 900 sans jamais en avoir entendu parler par ailleurs, parce que c'est un peu l'enjeu en grande distribution, en une seconde, quand tu fais tes courses, il faut que tu comprennes ce nouveau concept. Donc on a gardé cette culture itérative tout le temps. Et ouais, récemment sur la partie supply, cette logistique retail, c'est un peu le meilleur exemple en fait, on lance, on verra bien ce qui se passe. Et il y avait des chances que le retail foire complètement, qu'on n'arrive pas à vendre nos produits, qu'il n'y ait pas de sell-out en magasin. Et en fait, l'enjeu, c'est de ne pas passer 4 mois à développer une logistique dédiée à ça si, en fait, au bout de 2 semaines, on met aussi ce projet à la poubelle, quoi. Mais là, vu notre taille actuelle, on commence à avoir des enjeux d'un point de vue supply, en particulier sur la rentabilité des investissements qu'on peut faire. Parce que typiquement sur l'e-commerce, on a co-investi avec l'entrepôt pour ce système Pick-to-Light. Donc il faut qu'on puisse l'utiliser un certain temps pour que ce soit amorti. C'est toujours les mêmes enjeux de flexibilité versus gain économique finalement d'investissement qu'on peut faire, quoi. Ouais, dès que tu fais des investissements, souvent les contrats Ouais. logistiques, tu as une durée plus ou moins de 3 ans. Là, on le voit en logistique, on le voit en production aussi, où on commence à investir nous-mêmes sur des machines. Dans 1 an et demi, on devra avoir internalisé la partie production. Donc, on va aussi se poser ces questions de, ok, maintenant qu'on a acheté une machine, faut que pendant 3 ans, au moins, elle tourne, quoi. Ouais, ça a un peu plus la pression sur les ventes. Et quelles sont les difficultés ou les erreurs que vous avez faites sur, finalement, depuis 4 ans, sur toute la montée en puissance de ces opérations, dont tu as pu apprendre et que tu ne referais pas demain? Je pense en particulier sur la partie production, où on a beaucoup itéré, et au début avec y compris des laboratoires très connus sur le marché, avec des gros services méthodes, voire R&D, avec lesquels on discutait. Et malgré tout, on n'arrivait jamais au résultat escompté, et où au final, on a rencontré quelqu'un qui montait sa première usine et qui, au bout de 4 mois, tournait 3 fois plus vite que les acteurs établis. Donc, ce que nous, on promet en tant que marque, on a cet aspect de on est tout petit, mais on va renverser les gros, on saura mieux faire qu'eux, etc. En fait, ça se retrouve aussi dans le monde industriel ou dans le monde de la logistique. C'est pas parce qu'on a un nom assez ronflant en face et des grosses équipes en face que ça va mieux se passer, même si c'est des sujets industriels ou logistiques, quoi. Mais est-ce que ça veut dire que finalement, il faut, en tout cas au début, peut-être pas là où vous en êtes aujourd'hui, mais travailler à taille égale, j'ai envie de dire, avec des gens qui ont les mêmes enjeux de développement, qui sont un peu plus agiles, qui voient les choses moins ancrées dans des... Ce serait pas forcément mon conseil, en particulier parce que chez ID Logistique, ça se passe très bien aujourd'hui. Moi, je me suis retrouvé dans le projet, j'étais tout seul et il y avait une équipe de 10 personnes en face. D'ailleurs, ils ont eu un peu eu peur au début du projet de comment ça va se passer, est-ce qu'on aura toutes nos réponses sur la partie projet. Mais en tout cas, ce qui est compliqué, c'est qu'au début, on n'y connaît rien. Moi, j'avais jamais fait d'hygiène, jamais fait de gel douche. Et en fait, on a tendance à faire confiance à des prestataires parce qu'en face, il y a des experts, en face, il y a une équipe dédiée. En fait, il faut toujours tout challenger. Si quelque part on paye le prestataire qui a une certaine renommée, qui est bien établi, il faut vraiment entrer dans le détail tout le temps et jamais faire confiance à 100%. à 100%. J'ai souvent entendu, on externalise bien que ce qu'on maîtrise. Exactement. Mais bon, on peut pas non plus être expert de tout, donc c'est tout un équilibre à trouver. Sur
la diversification, j'ai envie de dire, sur l'offre abonnement que vous avez depuis le début, entre guillemets, ça a un côté confortable d'un point de vue planification puisque, l'abonnement, c'est presque idéal, on voit ce qui va arriver. Là, vous ouvrez, la grande distribution. C'est quoi les challenges que vous rencontrez sur l'offre? Tu parlais du nombre de SKU qui a explosé, des SKU qu'il faut adapter, le fameux street test pour la grande distribution et puis toute la partie planification. Quels sont les nouveaux challenges? Complètement sur la partie offre, c'est assez différent en grande distribution parce qu'en particulier, il y a un enjeu de prendre de la place en rayon. Plus on sera vu en rayon et ça passe en particulier par avoir plus de références, mieux ce sera, commercialement parlant. Et donc on redéveloppe toute une gamme de nouveaux parfums pour, pouvoir avoir, davantage d'offres en fait, dans les rayons Donc un même produit vous allez décliner plus de parfums pour la grande Ouais, distribution? exactement. OK. Là, sur l'e-commerce, on avait réduit en fait à un seul parfum, un parfum unique, pour tout le monde. Parce qu'on se rendait compte qu'en fait, acheter sur le site, il y avait pas, tellement d'avantages à, proposer, 7 parfums ou en proposer qu'un seul en fait. C'était la même conversion, la même rétention derrière. Donc, on a optimisé en, réduisant le nombre de parfums à un seul parfum. Et là, on redéveloppe 7 nouveaux parfums pour pouvoir avoir une vraie gamme complète en grande distribution, qui est ce qu'attendent aussi les acheteurs de la grande distribution. Parce que, en fait, se battre et arriver à convaincre les acheteurs de la grande distribution pour référencer une SKU, en fait, c'est pas très intéressant, même d'un point de vue économie d'échelle sur nos process, tu vois. Enfin, par exemple, ne serait-ce qu'émettre une facture, ça a un coût, ça demande du temps, et en fait, autant facturer pour un montant conséquent que pour une seule référence. Et du coup, on a plus que doublé notre nombre de SKU pour pouvoir rentrer en grande distribution. On a aussi, j'en parlais tout à l'heure, mais mis en place toute cette logique de co-packing. Donc c'est un vrai enjeu aujourd'hui d'arriver à gérer ce nouveau canal de distribution en interne, et ça demande beaucoup de temps, en particulier aux équipes achats et approvisionnement de gérer tout ça. Ouais. Parce que, aujourd'hui en online, on n'achète qu'une pastille, on va dire. Demain, enfin là, c'est déjà live, en grande Ouais. distribution, on a la pastille et le contenant ou que la pastille? Vous vendez les 2 en Exactement. grande distribution? Ouais. OK. Sur l'e-commerce aussi, on a toujours eu cette offre où on supprime pas le contenant et la Oui, bouteille. pour le On propose la bouteille, mais elle est réutilisable à l'infini. Et sur l'e-commerce, effectivement, c'est juste que c'est 2 SKU différentes, mais en retail, on se voyait mal vendre juste la bouteille en plastique toute seule. Donc on propose un kit dans lequel il y a la recharge qui est accolée en fait au contenant. Ouais. Et comment vous faites évoluer vos process et votre façon de fonctionner sur, toute la partie planification? C'est l'enjeu du moment, on est en train de Ouais. réfléchir à ça. Tu le disais, le modèle d'abonnement sur l'e-commerce, il était assez intéressant pour nous parce qu'on savait vraiment les renouvellements de commandes qui allaient avoir lieu. Donc on pouvait planifier assez facilement et on faisait un petit peu notre popote dans notre coin côté supply. Là, l'enjeu avec la grande distribution, c'est déjà de comprendre comment le modèle de réassort et de commande qu'on va recevoir fonctionne, de s'y habituer, d'arriver à faire des prévisions qui sont par essence beaucoup plus compliquées que ce qu'on peut avoir sur l'e-commerce. C'est un peu un modèle de SNOP classique qu'on essaye de mettre en place en ce moment où on lead le sujet, mais on a besoin de beaucoup plus d'input de la part des commerciaux, de la part de la finance sur les sujets de trésorerie, de cash et d'engagement qu'on peut mettre en place. C'est un changement qu'on est en train de mettre en place. On a fait notre premier vrai cycle SNOP le mois dernier, donc on est en plein dedans. Justement, c'est intéressant d'avoir des retours frais, on va dire. C'est quoi Ouais. les défis, de la mise en place de ce SNOP, dans une entreprise où peut-être qu'il y a pas mal de personnes, j'en sais rien, qui n'ont jamais vécu de SNOP et pour qui c'est un nom barbare? Ouais. Comment c'est accueilli? C'est plutôt bien accueilli, en particulier parce que malgré tout, on commence à avoir des enjeux de niveau de stock, de cash immobilisé. Donc, typiquement, l'équipe finance, c'est assez facile de la mobiliser sur ce genre d'enjeu. Et globalement, chez 900, il y a très bonne dynamique de co-construction tout le temps et d'entraide entre les équipes. Donc, pour le coup, l'aspect, il n'y a pas eu de blocage à mobiliser d'autres équipes. Et là, le challenge, c'est malgré tout, avec la grande distribution, d'anticiper un peu la demande et d'itérer beaucoup sur à quoi va ressembler la demande, comment est-ce qu'on modélise les choses de notre côté, quelle clé d'entrée on prend, comment on découvre comment on modélise des opérations promotionnelles en rayon aussi. Enfin, c'est d'arriver à
à faire bouger le modèle suffisamment vite pour refléter la demande qui est notre principal enjeu aujourd'hui, quoi. Et concrètement, comment vous travaillez avec les acteurs de la grande distribution? Quel est le partenariat sur cette partie prévision? Bah, on le fait pas pour l'instant, Ouais. de manière assez simple. Pour l'instant, on récupère les commandes une fois qu'elles sont passées. Parce que l'enjeu, mine de rien, c'était, je pense que même Carrefour n'avait aucune idée de, Oui, c'est comment trop ce tôt. type de produit allait être vendu et comment ça allait tourner dans leur rayon. Nous, on s'est pas mal basé sur les prévisions de nos commerciaux, qu'on pouvait pas trop challenger à l'origine parce qu'on n'avait aussi aucun historique. C'était le Mmh. tout début pour nous. Et donc là, on commence à rentrer dans les discussions de tel parfum, quelle va être sa pondération, attention, on a telle opération promotionnelle, on commence à savoir challenger un peu les prévisions, et en particulier dans un monde où pour l'instant on est sur, là à l'heure actuelle on est dans 500 magasins, et en octobre on passe sur 1500 magasins. Donc l'enjeu du lancement d'un nouveau distributeur est hyper prépondérant dans le mix et dans le volume total, quoi. Ouais, c'est sûr. Et en termes d'outils, vous faites ça sur Excel? Pour Vous l'instant, êtes ouais. en mode test and learn Pour sur l'instant, Excel? toujours, en fait, on a voulu commencer par la partie process, Mmh. Bien sûr. que tout le monde joue le jeu, participe au SNOP, qu'on sache aussi ce qu'on voulait. Parce que même rédiger un cahier des charges sur un outil SNOP quand on n'en a jamais fait un, Ouais. c'est pas possible. On aurait pu prendre un outil et prendre Ouais, croire que l'outil fait le process, exactement. c'est utopique. Moi, en tout cas, historiquement, sur la partie ERP, bah, on faisait tout à la main, et quand on s'est rendu compte que typiquement la clôture mensuelle de stock prenait une semaine, on s'est dit tiens, il nous faudrait peut-être un outil. Et sur les SNOP, on va avoir un peu la même démarche de commencer à bricoler quelque chose sous Excel, et au moment donné où on aura trop de SKU ou trop de clients, ou on voudra mettre plus d'intelligence que des formules Excel, bah, on ira chercher un outil du marché. Oui, ouais, c'est sûr. Pour l'avoir vécu chez pas mal de clients, en effet, si tu as la gouvernance et le process et des données, même si c'est pas très poussé en termes d'algorithmie de prévision propre dans un Excel, déjà tu passes une marche Ouais. qui est assez sympa, on va dire, pour planifier. À chaque palier de croissance, finalement, vous avez des spécificités, la validation du modèle, le Mm. début de l'industrialisation, le passage à l'échelle, le développement dans différents pays. Comment vous adressez cet aspect international? Parce qu'il me semble que vous vous développez dans différents pays. Vous livrez pas que la France, en tout cas sur le e-commerce? On livre pas que la France, mais malgré tout, la France représente encore sur l'e-commerce plus de 95% de nos volumes. Oui, OK. Donc on met assez peu d'efforts Mmh. marketing à l'international. Du coup, l'enjeu, ça a été 2024, commercialement, OK, on est un peu sur un plateau de chiffre d'affaires et de croissance sur la France. Quel sera le relais de croissance suivant? On a choisi que ce soit la grande distribution. Mmh. Donc là, c'est un peu le focus 2025-2026. On espère fin 2026 avoir atteint une distribution nationale chez toutes les enseignes. Et après, bah, ouais, ce sera la prochaine étape, ce sera comment est-ce que ce modèle multicanal France, on arrive à le répliquer ailleurs, a priori plutôt sur les pays limitrophes de la France dans un premier temps, et on espère un jour partout dans le monde. Ouais. Et cette croissance, ça implique un certain nombre de recrutements, de la structuration. Quels sont les défis auxquels vous faites face finalement, face à cette structuration qui est nécessaire, j'imagine? Ouais, bah, au global de l'entreprise, là, l'enjeu, c'est d'arriver à bien staffer l'équipe retail en Mmh. particulier, parce qu'on a besoin de commerciaux qui font le tour des magasins, qui s'assurent que l'implantation fonctionne, etc. Donc ça, l'enjeu, c'est d'avoir un représentant dans chaque supermarché partout en France. Ça, c'est le gros enjeu du moment d'un point de vue global. Après, en particulier sur la supply, on le disait, malgré le fait que ce soit les mêmes interlocuteurs, les mêmes prestataires que nous, on a en face, bah, c'est de la complexité en plus qu'il faut arriver à gérer. Et donc, par exemple, on a décidé de recruter quelqu'un en plus sur la partie distribution, parce que jusqu'à maintenant, je le faisais en direct avec un stagiaire, quelqu'un en stage qui m'accompagnait. Mais là, avec ce double flux et retail et e-commerce, ça fait peser trop d'enjeux sur les relations avec les distributeurs en particulier pour Mmh. qu'on seniorise pas cette partie-là, quoi. OK, OK. Si on fait un peu de prospective maintenant, c'est quoi la supply chain, les opérations de 900 Care dans les prochaines années, dans 3 ans, et les défis que tu vois Ouais. arriver?
Bah, le prochain défi après la grande distribution, ce sera l'internalisation de la partie production. Ouais. Parce qu'on va nous-mêmes fabriquer demain toutes nos recharges. Donc ça va être un gros enjeu sur les opérations en particulier, mais aussi d'un point de vue culture. Parce qu'on va... ce qu'on veut absolument éviter, c'est qu'il y ait une équipe en usine et une équipe au siège et que ça se parle pas trop, que ça frotte dans les process, etc. Donc il y aura un gros enjeu de trouver une culture commune entre ces deux univers qui sont quand même complètement différents entre c'est assez cliché, hein, l'usine en province et le siège parisien de start-up. On rencontre tous les clichés qu'on peut avoir, on les voit vraiment au quotidien. Donc ouais, le prochain défi pour nous, c'est ça, c'est cette intégration industrielle. Et après, c'est comment est-ce qu'on s'empare de toute cette vague autour de l'IA qui nous permet aussi demain, qui doit nous permettre d'arriver à scaler et de continuer cette croissance sans, on l'espère en tout cas, c'est l'objectif, sans faire croître d'autant la taille de l'équipe en interne, quoi. Vous voyez déjà des cas d'usage sur l'IA que peut-être vous avez testé ou que vous allez tester sur la partie opération? Ouais, en particulier sur la partie ADV, c'est des choses en administration des ventes pour le retail, c'est des choses qu'on essaye de mettre en place là, d'arriver à récupérer les bons de commande de nos commerciaux, de les saisir directement dans l'ERP sans qu'il y ait des personnes, une équipe ADV qui a à ressaisir les choses, etc. Ouais, avec des agents IA. Donc on commence à s'en emparer. On est un peu en retard par rapport à nos collègues du marketing, qui eux font énormément de choses sur l'écriture de scripts pour tourner des pubs, sur même aujourd'hui la génération de vidéos directement en IA. Mais en tout cas, on met des moyens, on met du temps pour arriver à faire ça, à optimiser nos process. Ouais, super. Ouais, c'est ce que je vois au travers des différents podcasts, c'est que l'IA, on en parle tout le temps, tous les jours. Néanmoins, il n'y a pas encore tant d'usages réels, quotidiens, qui ont changé la donne dans les équipes, où c'est encore sur des sujets, j'ai envie de dire, niche dans la supply chain. Ouais, mais surtout, nous, on a plutôt des sujets chiffrés, en fait, en supply. Là où les concepts d'IA qui fonctionnent en ce moment, c'est plutôt des choses tournées autour du langage et des LLM. Donc oui, on peut générer des mails, le faire réfléchir, un peu benchmarker des choses grâce à l'IA. Mais l'IA qui nous est vraiment utile sur de la prévision ou des modèles virtuels d'entreprise, c'est des choses dont on entend moins parler aujourd'hui et qui existent depuis plus longtemps, mais qui restent un peu dans l'ombre parce que aussi sujet supply, un peu moins, qui font un peu moins parler le grand public, quoi. Ouais, comme tu dis, c'est la Gen AI qui est sortie grand public récemment. Mais bon, en effet, sur des sujets comme l'ADV dont tu parlais, quand j'ai fait le podcast avec Cyril Mazal de Vente Unique, eux, pour le service client, ils commencent à bien l'utiliser parce qu'évidemment, tout ce qui est rédaction de mails, propositions, personnalisation... nous aussi, côté service client, on est à 30% d'automatisation, là, grâce à l'IA. Ouais, 30% d'automatisation des mails de réponse aux clients. Ouais. Super. Donc, on investit aussi pas mal sur cette partie-là. Ouais, ok. Ok, donc finalement, dans quelques années, une supply chain hyper intégrée. Donc ça va quand même changer chaque rupture du flux de prévision, j'ai envie de dire, entre les différents acteurs, génère des frictions et souvent des surstocks ou des sous-stocks. Donc ça va vous permettre de plus s'intégrer. Et tout ça aidé par l'IA, j'ai envie de dire. Pour finir, je te propose quelques questions rapides, un peu du tac au tac. Si tu devais compléter la phrase, un jour j'ai compris ce qu'était la supply chain quand... Alors, je vais te répondre sans te répondre, sans langue de bois. Ce qui est marrant, c'est que les deux fondateurs de 900K m'ont dit qu'il y avait été des clés de succès à mes entretiens. C'est que je leur ai dit que des bonnes opérations, c'était des opérations dont on ne parlait pas. Et en fait, c'est un peu le métier de l'ombre. Quand tout se passe bien, personne n'en parle. Et on n'en parle que quand il y a des problèmes, quand il y a des ruptures, quand au contraire, on a trop de stock. Et donc, une des clés du succès des opérations, en tout cas dans les startups que j'ai connues, c'était de ne pas faire parler de soi, quoi. Parce que... c'est l'ombre, comme tu dis.
On entend parler de la supply chain que quand il y a un problème. Est-ce que tu as un TOC professionnel, la chose que tu peux t'empêcher de remarquer dans une usine, dans un entrepôt, dans un magasin, d'un point de vue supply chain? Ouais, je regarde beaucoup, en particulier en usine, le management visuel. Mmh. Tout ce qui est lean, poussé à l'extrême qui devient un concept d'Obeya, mais tout ce qui est animation au quotidien des équipes, autonomisation des équipes à travers le management visuel. J'aime bien, je trouve que c'est un bon indicateur aussi de comment fonctionne une usine, quoi. Selon toi, qu'est-ce qu'on voit jamais dans les tableaux de bord, mais qui change tout dans la vraie vie? L'engagement des équipes, tu vois, en particulier nous en startup, c'est important que tout le monde veuille renverser les montagnes, un peu combattre les géants, faire beaucoup plus avec beaucoup moins de moyens. Et donc, je veux pas du tout non plus tomber dans la caricature de on travaille beaucoup, et Ouais, etc., ouais, avec beaucoup de pression, c'est pas du tout ça, mais on a, mine de rien, des challenges par rapport à ça, et c'est mieux si, comme dans toute organisation, tout le monde tire dans le même sens, et emporté par quelque chose qui soit un peu supérieur à juste le fait de saisir des commandes ou de vérifier un TRS de machine ou ce genre de choses, ouais. quoi. Ouais, c'est sûr. Moi, vu la mission, étant une entreprise à mission, je pense que vous êtes aidés là-dessus. Si tu pouvais changer une seule chose dans le fonctionnement des supply chains mondiales, tu ferais quoi? J'ai écouté les réponses des autres intervenants sur ton podcast dans les précédents entretiens que tu as pu faire. Je voulais trouver autre chose, mais je vais redire quelque chose que beaucoup de monde t'a déjà dit, mais sur la localité des Mmh. supply chains, sur le fait que il y a beaucoup de non-sens sur des transports aller-retour entre pays, voire entre continents. On en a parlé, ce qu'on a voulu absolument éviter chez 900 Car, mais c'est ce que j'aimerais bien voir se répandre dans toutes les supply chains, quoi. Ouais. Ouais, je pense qu'on a tous envie de ça, mais c'est le consommateur qui drive, donc Ouais. c'est quand même à nous, en tant que consommateurs, de changer les choses. Quelle est l'innovation, peut-être tu vas me dire l'IA puisqu'on a déjà parlé d'IA, qui selon toi va avoir le plus d'impact dans les prochaines années sur les supply chains? Mouais, je pense que je vais redire l'IA, même si, c'est ce que je te disais, je pense que l'IA adaptée à la supply chain, ça fait beaucoup plus longtemps qu'elle existe que ce qu'on peut entendre parler. Ça fait 10-20 ans que, en particulier pour la prévision, il y a des modèles d'algorithmes hyper efficaces. Tout l'enjeu, c'est de faire un peu ce que la Gen AI a fait, c'est de l'arriver à la démocratiser, à faire en sorte que ce soit le plus facile à prendre en main, le plus facile à implémenter dans les structures. Et c'est peut-être ce que les éditeurs ont raté dernièrement, quoi. Mmh. Ouais, et puis la difficulté, je trouve, et pour l'avoir vécu sur des projets, c'est la complexité. Ouais. On comprend vite la Gen AI, on est sur Ouais. ChatGPT, on comprend. L'effet boîte noire de l'algorithme de prévision est beaucoup plus compliqué à L'effet boîte appréhender. noire, l'effet, Mmh. bah, en fait, il y a pas 2 supply chain qui se ressemblent. Non. Donc Mmh. c'est, comment est-ce que ton outil, il est hyper adapté à ton besoin sans le complexifier, et enfin, c'est un peu le même enjeu qu'avec un ERP aussi qu'on peut mieux connaître. C'est, un ERP, c'est aussi customisable à volonté, et il faut trouver le juste milieu entre le standard, le custom, Ouais, exactement. Et enfin, qui aimerais-tu entendre sur le podcast et quelle est la question que tu lui poserais? bah, justement, dans cette logique un peu d'IA et d'adaptation par rapport au supply chain, il y a quelqu'un que je trouve extrêmement intéressant qui s'appelle Johannes Vermorel, OK. qui a fondé un outil qui s'appelle Locad, qui est une OK. approche hyper intéressante sur l'algorithmie et sur la partie prévision, qui est très différente de ce qu'on peut rencontrer sur le marché. J'aimerais bien avoir son point Ouais. de vue justement sur un peu ce combat entre la Gen AI et tout le buzz qu'il peut y avoir en ce moment, et entre guillemets la vraie IA pour la supply chain, quoi. OK, super. Bah, merci pour l'échange et j'espère que ça va motiver un certain nombre de personnes à construire des supply chains plus responsables, plus locales et finalement plus agiles puisqu'on parle beaucoup Ouais. d'agilité Bon. en supply chain. Merci Juliette. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur de la supply chain.
Si vous l'avez apprécié, pensez à le partager autour de vous, à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast et à vous abonner. Avec ce podcast, j'ai envie de rassembler une véritable communauté de professionnels qui apprennent les uns des autres. Alors dites-moi, qui aimeriez-vous entendre ici ? Qui pourrait partager une perspective enrichissante ? Écrivez-moi sur LinkedIn pour en parler. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode avec un autre invité passionnant. D'ici là, prenez soin de votre supply chain et à très vite.